Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, torréfié en français au-delà des Alpes. Je suis Valentina Clemente en direct depuis Pérouse et je suis accompagnée comme chaque semaine par Cédric Canal qui est à Milan. Bonjour Cédric. Bonjour Valentina, bonjour à toutes et à tous. La série B est au programme de notre épisode de cette semaine et pour en parler avec nous, Théo Sivalzian qui est le papa de Série Bellissima, un des jolis projets qui mettent en valeur le football et dont nous sommes heureux d'accueillir chez nous. Bonjour Théo. Bonjour Cédric, merci pour votre accueil et bonjour Valentina. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir être votre invité sur ce nouveau numéro entièrement dédié à la série B. Elle est bienvenue parce que d'ailleurs on se connaît sur les réseaux depuis un petit bout et là je suis contente de te dire bienvenue chez Calcio Espresso. Tu es étudiant en école de journalisme à Cannes et tu as créé il y a plus de 2 ans Serie Bellissima, un site entièrement consacré à la Serie B et à son actualité mais surtout à son histoire. Commençons donc à parler de tout ça. Tu peux nous les présenter? Est-ce que tu as un bon reçu auprès des fans, des clubs, de la Ligue? Alors oui, Serie Bellissima, comme tu l'as bien dit, c'est un projet en fait qui a été lancé en juillet 2018. En juillet 2018, donc j'étais sur Perugia. Et c'est à partir de ce moment où, à travers un match de Coppa Italia, petit match vraiment contre Novare, où ils avaient perdu 3-1 de mémoire, je m'étais dit, franchement, je suis passionné par la série B, par la série C, la série D, vraiment le calcio popolare. Et voyant qu'il n'existait rien de ce type en français, que ce soit compte Twitter, Facebook, site internet, spécifiquement axé sur la série B et les divisions inférieures, eh bien, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas me lancer, surtout que ça me servirait dans mes études. Le projet a grandi au fur et à mesure. Ça fait 2 ans et demi du coup qu'il existe. Et bien au niveau de l'accueil des fans, il en a reçu un bon, puisque rien qu'en français, déjà, je suis parvenu à attirer une petite base de plus de 3000 followers sur Twitter, puis à 11 000 visiteurs sur le site, en sachant qu'il n'y a pas de publication régulière, c'est-à-dire quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Cela se passe vraiment suivant l'envie, le temps que chacun peut y mettre chaque rédacteur. Et puis surtout, en Italie, j'ai obtenu la reconnaissance de la Lega B, puisque le compte officiel me suit sur Twitter, ainsi que le président Mauro Balata, avec qui j'ai d'ailleurs déjà pu échanger. J'aurais dû, avant le Covid et avant tous ces événements, pouvoir assister à une rencontre de série B accréditée grâce au site, le Virtus Entella contre Crotone. Malheureusement, ça n'avait pas pu se faire du coup vu que le match avait été annulé. Et petit à petit, le projet continue de grandir et ça me fait très très plaisir. Tu le disais, tu es passionné par le calcio popolare et le site il va au-delà de la série B puisque cette saison il y a le suivi par exemple de l'équipe de Grosseto qui joue en série C avec des épisodes réguliers qui sont écrits par Elio Gusti que l'on salue d'ailleurs. Tout à fait, je le salue aussi, d'ailleurs j'en profite. C'est d'ailleurs lui qui m'a proposé cette idée, parce que Elliot a des racines italiennes, par sa femme notamment, qui est originaire de Grosseto. Et cet été, fatalité, il s'est rendu sur place et il m'avait proposé de pourquoi pas collaborer ensemble. Là, il est contacté directement, les dirigeants, le club, pour voir s'il y avait une possibilité de monter une petite sorte de partenariat entre le site et le club pour les suivre à travers un épisode mensuel tout au long de la saison, puis ainsi voilà, nous permettre d'obtenir des interviews privilégiées, d'avoir accès à certaines choses que l'on n'aurait pas en temps normal, ou notamment je pense à pouvoir parler avec le directeur sportif. Dans le 2e numéro, il l'a très bien fait, le directeur commercial sur les conséquences aussi financières liées au Covid, des tas de choses comme ça qui sont très intéressantes, avec cette idée de faire une sorte de petite série Netflix, si on veut comparer à quelque chose qui est plus reconnu, sur de la série C. Donc, comme tu l'as dit, ça va au-delà de la série B, c'est pour ça que je tenais à préciser, un peu sur les divisions inférieures, parce que on a aussi cet objectif et j'ai aussi cet objectif de diversifier le site autant que possible. La série sur Grosseto rentre en plein là-dedans, et c'est surtout une série qui va au-delà de la simple retranscription du jeu, de la tactique. On s'intéresse beaucoup à l'aspect supporteriste avec les tifosi qui ont
à qui on a donné la parole plutôt, pardon, puisque Elliot a réussi à s'infiltrer, si on peut dire ça comme ça, dans un groupe de supporters sur Facebook. Le club avait relayé aussi un message de sa part, donc voilà, il y a vraiment une volonté de faire quelque chose qui soit détaillé, qualitatif. Dans un calendrier surchargé avec les Coupes d'Europe, les sélections, comment un championnat comme la Série B peut se démarquer, avoir de la visibilité? C'est une bonne question parce que voilà, déjà le nombre, il faut se rappeler que la Série B, il n'y a pas si longtemps encore, comportait 22 équipes. Le championnat était encore plus chargé. On a, après divers déboires, je pense notamment à Palerme, ramené le nombre enfin à quelque chose de stable, à 20 équipes. Donc ça a réduit déjà de 4 matchs par rapport à quelques temps. Maintenant, se démarquer, c'est compliqué. On se démarque, je pense, par d'autres aspects que le calendrier des matchs. On en parlera peut-être après, mais voilà, ce slogan du championnat des Italiens, le fait de lancer, d'être un peu la pépinière des équipes de jeunes en Italie ou même de la nationale, et tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres facteurs, mais je ne pourrais pas dire que la cadence, en tout cas, distingue vraiment la Série B d'autres championnats, précisément, surtout avec la situation dans laquelle on vit. Tu le disais, la Série B qui se vend comme le championnat des Italiens, c'est le slogan, qui est un petit peu en opposition forcément à la Serie A où la majorité des joueurs sont étrangers. C'est marketing ou il y a du vrai selon toi dans ce slogan? Un peu les deux. Je pense aussi qu'il y a cette volonté de ramener vraiment le calcio, on va dire, plus à ses origines, avec quelque chose de marketing aussi. Et on retrouve des villes où il y a vraiment un engouement populaire fort. En Serie A, c'est aussi le cas, mais c'est des bastions un peu historiques du calcio. Je pense à la Salernitana, à Vérone avec le Chievo, même à Scoli, si on pense dans les années 80, par exemple. Donc voilà, il y a les deux aspects. Maintenant, si on parle en termes de statistiques pures, pour vous donner un peu à titre de comparaison, il y a 29% de joueurs étrangers en Série B contre 36% en Ligue 2 française et 48% en Championship en Angleterre. C'est quand même fondé, le slogan ne sort pas juste pour un coup marketing. Et au-delà de ça, encore une fois, je reviens au Covid, mais le président Balata faisait référence, quand il a donné ce slogan encore avant la sortie du calendrier début septembre, à toutes les initiatives qu'ont prises les équipes pour soutenir les populations locales touchées par la crise sanitaire, pour aider le personnel médical, pour aider la protection civile, le CNR en vue de la recherche d'un vaccin. Donc voilà, ça dépasse quand même aussi le cadre footballistique. Donc, si c'est un bon championnat pour la post-formation, on peut dire, et qui sont à ton avis, les jeunes à suivre, les futurs, je sais pas, Verratti, Tonali? Très bon championnat pour la post-formation, ça je pourrais jamais dire le contraire, parce que voilà, on a souvent vu des jeunes talents ensuite s'exporter avec brio à l'étranger, comme tu l'as très bien rappelé, Verratti, et même si c'est pas à l'étranger, sur le sol transalpin avec Immobile ou Tonali actuellement au Milan AC. Moi, j'ai retenu 4 noms, on va dire, pour cette nouvelle QV 2020-2021. Des noms plus ou moins connus. Je vais démarrer par le milieu. Verratti, Tonali sont les meilleurs exemples. Samuele Ricci, qui est un nom qui résonne peut-être. 19 ans, international U21 italien depuis octobre dernier, donc c'est quelque chose de récent. Milieu central, qui peut aussi jouer milieu défensif. Il appartient à Empoli. Il a donné 2 passes décisives en 8 matchs cette saison. Très, très intéressant et très prometteur. Sa cote est déjà à 7,5 millions au minimum. C'est quelqu'un qui était pisté par des gros clubs en Italie et je pense qu'il ne devrait pas tarder à faire le saut en Serie A, vu qu'il avait déjà réalisé une saison dernière de haute facture. L'année dernière, à ses côtés, il y avait un autre joueur très intéressant qui appartient à Sassuolo et qui est prêté cette saison à Monza, c'est Davide Fratesi, 21 ans, international U21 lui aussi, inscrit un but et joué 8 matchs, pareil, milieu très intéressant, un peu plus offensif que Ricci, un peu plus de facilité technique aussi, mais voilà. Les deux se complétaient très bien à Empoli l'an dernier et ils avaient attiré, comme je le disais, les regards de nombre de recruteurs en Italie et même ailleurs. Sebastiano Esposito, prêté par l'Inter à la Spal, international U21, lui aussi depuis septembre, donc on voit que c'est assez récent quand même. 18 ans, il a inscrit son premier but sous les couleurs de la Spal le 23 novembre, donc assez récemment contre Pescara. On peut peut-être imaginer que voilà, ça peut le lancer pour cette saison. Et puis enfin, mon coup de cœur de cette année, très sincèrement, Andrea Papetti, 18 ans, italien lui aussi,
défenseur central de Brescia, qui a déjà disputé 6 matchs malgré son jeune âge et inscrit un but. Il a été promu en équipe première début mars dernier, soit juste donc avant l'apparition du coronavirus qui a freiné pour un temps sa progression, mais il n'en est revenu que plus fort et c'est le petit protégé en fait du technicien uruguayen Diego Lopez. C'est lui qui l'a lancé. Très sincèrement, il représente le présent et le futur défensif de Brescia grâce à ses performances solides, un jeu de tête solide, gros potentiel et je pense que lui va être vraiment un joueur à suivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et risque de faire parler de lui. C'est aussi un championnat pour découvrir ou redécouvrir des entraîneurs, là aussi avec des jeunes et des anciens, comme les joueurs. On peut penser à Alessandro Nesta, qui est depuis quelques années en Série B. Actuellement, il est à Frosinone. Il y a Brocchi, qui est à Monza. Il y a Pippo Inzaghi, qui lui a relancé sa carrière en remportant le championnat la saison passée avec Benevento. On peut aussi parler de 2 jeunes qui sont peut-être moins connus, mais qui ont des fortes idées de jeu, comme Dionisi à Empoli ou Zenati à Venezia. Tout à fait. D'ailleurs, Dionisi qui était à Venezia l'an passé et pour lequel ça s'était pas très bien passé, justement. Et cette année, il s'en sort très bien avec Empoli pour le moment. Donc Empoli qui est 3e avec 18 points à 2 points du leader, la Salernitana. Comme tu l'as dit, c'est un entraîneur qui est encore jeune et qui a besoin, je pense, d'avoir des joueurs de qualité dans son effectif. Venezia l'an dernier, c'était assez pauvre quand même. Il n'avait pas su tirer le maximum de ses joueurs. À Empoli, il bénéficie d'un effectif beaucoup plus riche et large. Donc, je pense que ça l'aide aussi pour mettre en place ses idées tactiques et son football plus offensif, plus audacieux. Et ensuite, Paolo Zanetti, bien sûr, qui est resté sur une expérience un peu mitigée à Ascoli, mais lui aussi très jeune, 37 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui, lui, pour le coup, c'est une plus grande surprise que Empoli, parce que Venezia restait sur une saison morose et 5e avec 17 points en 9 journées. Et surtout, l'éclosion et même la confirmation de joueurs tels qu'Anthony Togurdo, qui a été recruté cet été à Trapani, notre français, au milieu, et Francesco Forte devant, buteur. 17 buts la saison dernière à la Juve Stabia et qui cette saison est déjà à 6 buts en 9 matchs. Véritable goléador de cette équipe. C'est très intéressant, vraiment deux parcours à suivre, 2 équipes à suivre, Empoli et Venezia, emmenés par 2 jeunes entraîneurs et qui sont là aussi très prometteurs et audacieux dans le football qu'ils proposent. Quel est donc le niveau? Tout le monde peut battre tout le monde, comme nous a dit Riccardo Fati, le milieu de la Regina, qui était notre invité il y a un mois. Est-ce que c'est ça? Je le rejoins sur cette idée. Après, il faut aussi nuancer parce qu'une équipe comme Benevento la saison dernière a vraiment survolé le championnat. Ils avaient un effectif clairement au-dessus. Cette année, d'ailleurs, ils sont 15e en Serie A, donc se défendent plutôt bien pour le moment. Mais oui, après, mis à part quelques exceptions qui peuvent arriver, le niveau est quand même globalement homogène. Et sur un match, vraiment, tout peut se passer. Il n'y a pas d'écart conséquent à tel point que l'on va se dire que ce match-là est joué d'avance. Voilà. On assiste à des belles histoires en Série B. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a, sur les dernières années, comme tu suis ce championnat avec attention, avec passion, des histoires qui t'ont plu? La plus récente, c'est peut-être Lo Spezia, qui a connu 2 montées pour rester du coup seulement une saison en Série B et découvrir actuellement la Serie A. Est-ce qu'il y a comme ça des histoires qui t'ont particulièrement plu? Oui, Lo Spezia, comme tu l'as dit, c'est quand même une sacrée aventure parce qu'il faut se souvenir que l'an dernier, Vincenzo Italiano était sur le point de faire limoger après quelques journées de championnat quand même. Il est arrivé de Trapani et début de saison médiocre, voire catastrophique, et il a su redresser de manière spectaculaire cette équipe pour au final lui offrir une montée historique en Serie A. Et je suis vraiment malheureux que les tifosi n'aient pas pu assister à ça directement et même actuellement ne puisse aller au stade, bien que, si je ne m'abuse, il joue à l'Adriatico de Cesena. Oui. Mais voilà, ça c'est une belle histoire. Moi, j'aimerais mettre aussi un peu l'accent sur Pordenone, petite ville, petite équipe, et grande surprise la saison dernière et même encore cette saison, ils sont classés en milieu de tableau. C'est un travail très cohérent. Ils méritent leur respect. Ils ne jouaient pas dans leur stade, ils n'étaient pas homologués. Donc voilà, j'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à Pordenone FR sur Twitter, qui me suit avec attention depuis longtemps et ça fait plaisir d'avoir des comptes Twitter aussi qui suivent en particulier une équipe de Série B. Et peut-être aussi Cittadella quand même, qui sous l'impulsion, sous la houlette de Roberto Venturato, parvient
chaque année depuis un bon petit moment maintenant à jouer les playoffs, à être dangereux. On se souvient qu'ils avaient été battus. Ça avait été une frustration terrible contre le Hellas Vérone au retour, alors que voilà, ils étaient proches d'une possible montée historique en Serie A, un peu comme lo Spezia. Et là encore, des recrutements cohérents, des choix malins, un budget pas énorme, mais du cœur. Et voilà, c'est sous la houlette d'un bon entraîneur, c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui plaît aussi, parce que voilà, la Série B, ce n'est pas que un championnat guidé par le business ou autre chose. Donc, c'est vraiment ce qui fonde les belles histoires. Justement, comme tu l'as dit, c'est les histoires et on voit beaucoup d'histoires du foot italien qui passent et parfois s'installent aussi en Serie B. Palermo a une nouvelle fois connu des problèmes financiers, elle a quitté, la Reggiana et la Regina, ils sont revenus et comme on sait aussi, Pérouse, il l'a quitté malheureusement à la fin des playoffs, on peut dire terribles. Totalement. Et on peut même élargir série B, série C, série A, série D même. C'est un peu aussi ce qui fait parfois le charme du calcio, c'est que une équipe est capable de monter très vite en épingle, de progresser très vite à travers les divisions et parfois de sombrer totalement, alors à cause d'une faillite financière ou alors à cause de déboires sur le terrain. Comme tu l'as dit, on peut penser à Palerme qui cette saison est plutôt mal en série C, alors qu'ils avaient fait quand même un recrutement plutôt intéressant et récupéré notamment Roberto Boscaglia, ancien entraîneur du Virtus Entella, sur le banc. Ils sont que 11e de leur poule en série C sur 20 équipes. Donc, milieu de tableau, début de saison compliqué. Mais après, on peut aussi penser à Bari, qui est dans la poule, aidé par le Luigi De Laurentiis, fils de Aurelio De Laurentiis. Catania aussi, qui met un bon petit moment à remonter maintenant. Foggia, qui avait coulé aussi à cause des finances. Siena aussi, à un degré plus lointain, qui vient de repartir, de se reformer avec un certain Alberto Gilardino sur le banc. Ça, c'est une histoire quand même qui est belle, là encore, et qui est à suivre parce que gros public, grosse histoire, club connu à travers toute l'Italie. Donc, ce sont des montées, des descentes, et c'est ce qui fait le charme quelque part de ce football. On va un petit peu s'intéresser à cette saison. Rappelons donc que les deux premiers seront promus en Serie A, puis il y aura des barrages organisés du 3e au 6e. Il y a une équipe qui est très ambitieuse, alors que pourtant elle est promue. Il s'agit de Monza. Avec à la tête du club, on retrouve un duo qui a régné sur l'Europe, avec Berlusconi et Galliani. Donc à sa tête, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce projet? On le rappelle, Monza est une ville dans la périphérie de Milan, qui donc espère aller en Serie A et trouver l'AC Milan, l'Inter Milan pour des derbies. C'est ça, mais Monza, c'est un peu, comme tu l'as dit, le dernier baroud de Silvio Berlusconi en tant que président, en tant qu'actionnaire d'un club. Il a replacé donc Galliani à ses côtés en tant que bras droit et lui-même a placé Christian Brocchi sur le banc. Donc là, on est vraiment sur un trio 100% ex-milanais. Début de saison un peu compliqué pour Monza. On les attendait partir plus fort. Ils ont eu des difficultés, je pense, au niveau de leur organisation tactique, et surtout du fait que beaucoup de joueurs sont arrivés cet été. Il y a eu beaucoup de transferts. Parmi les plus fameux, bien sûr, Kevin Prince Boateng, même, qui est arrivé en fin de mercato. Je pense aussi à Christian Guitkier, Mirko Maric. Donc, c'était deux buteurs respectivement en D1 polonaise, en D1 croate, un jeune espoir brésilien, Carlos Augusto. Ça fait beaucoup de monde. Rien que ça fait beaucoup de monde. Il a fallu en plus accueillir ensuite Davide Fratesi, Davide Bettelia, conserver la base de l'an dernier qui avait été capable d'aller chercher cette montée en série B. Donc il a fallu que la mayonnaise prenne et je pense que c'est mieux sur les dernières rencontres parce qu'on commence à avoir une identité de jeu, on commence à avoir quelque chose qui se dégage de cette équipe, une âme. Maintenant, est-ce que ça va pouvoir jouer la montée en série A dès cette saison? Ça paraît peut-être un peu ambitieux, je pense, au travers des playoffs. Il y aurait peut-être un moyen au travers des playoffs, mais je ne les vois pas quand même monter directement parce que y a de la concurrence et des équipes comme Empoli ou Lecce et même la Spal sont des favoris et des gros prétendants pour terminer sur les deux premières positions. Ensuite, bien évidemment, c'est les playoffs et ça, c'est l'indécision totale. On l'a vu
avec le renversement dont j'évoquais tout à l'heure entre Cittadella et le Hellas Vérone il y a quelques années. On l'a vu avec l'Osped il y a l'an dernier. Donc voilà, c'est ce qui fait la magie aussi de ce championnat, ce sont les playoffs. Peut-être que Monza parviendra à tirer son épingle du jeu à ce moment-là. En attendant, le projet est bien sûr très intéressant et attire encore un peu plus les projecteurs et la lumière sur le championnat et bien sûr sur le retour de la ville au premier plan. Merci Théo et on te retrouve sur Serie Bellissima, le site internet, mais aussi les comptes Twitter. Vraiment, merci pour cet éclairage très bien fait. Félicitations. Bien, merci beaucoup Valentina, merci beaucoup à Cédric, à vous deux pour cette invitation et ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir parler de Série B et du calcio en général. Merci. Merci beaucoup Théo, et puis on se retrouvera pourquoi pas en fin de saison pour voir qui montera en Serie A et si le club que tu nous as indiqué seront au rendez-vous. Avec plaisir. Et surtout les joueurs aussi, vu qu'il a fait une liste précise, on va tout marquer. Voilà. On va suivre, on va noter tout ça. Ça marche. Parte Insigne. Porta il pallone termina in rete, il Napoli in vantaggio, il gol di Lorenzo Insigne che la sblocca al 31esimo, calcio di punizione precisissimo col destro e Insigne corre in panchina per farsi dare la maglia di Diego Armando Maradona, il gol è per lui. Et maintenant, on passe à l'espresso de la semaine. Et c'est même un café lungo cette semaine consacré à Stéphanie Frappart, qui est devenue ce mercredi la première femme à arbitrer une rencontre de Ligue des Champions hommes. La Française est habituée des premières puisqu'en 2014, elle fut la première femme à arbitrer en Ligue 2. En 2019, la première à arbitrer en Ligue 1, puis à diriger une finale de Supercoupe d'Europe. Et cette année, première à diriger un match international masculin avant ce début en Ligue des Champions. Le match était Juventus-Dynamo Kiev. Du coup, dès sa nomination lundi, la presse italienne a fait écho de cette première. Une présentation globalement positive, avec même une place centrale sur la une du Corriere della Sera, par exemple. Bon, on passera La Stéphanie en une du Corriere dello Sport, qu'on a retrouvé d'ailleurs ce jeudi matin à la une aussi de la Stampa, qui est un quotidien généraliste assez prestigieux et imprimé à Turin. Donc cette première a été commentée avant avec son portrait et après avec l'analyse de sa prestation. Fabio Capello, par exemple, a été élogieux sur le plateau de la Sky après la rencontre. Pour la Gazzetta dello Sport, la Française a fait tomber un mur. Pour la Repubblica, elle a dirigé parfaitement un match facile. Pour le Corriere della Sera, une partie qui entrera dans l'histoire grâce à Stéphanie Frappart. Et la Juventus sur Twitter a commenté « Nous sommes fiers d'avoir accueilli au Juventus Stadium la première en Ligue des Champions de Stéphanie Frappart. » Bon, vu comme ça semble tout bien, tout facile, tout généreux même. Mais comme italienne, franchement, en lisant certains articles de l'intérieur et s'arrêtant pas juste au titre, je suis obligée de lancer ma provocation parce que il y a, comme je disais, des phrases que j'ai pu lire ce jeudi matin sous la prestation de Madame Frappart dans Juventus Dynamo Kiev et j'ai un mauvais ressenti. Je suis désolée déjà parce que, comme je disais, dire Madame Frappart, c'est pas que j'ai traduit la signora Frappart, c'était vraiment Madame Frappart. Au-delà de son origine, ça donne quelque chose de vieux et en même temps hors contexte. Tout le monde semblait prêt à remarquer ces possibles fautes ou manques. Ils ont dû s'arrêter pour eux en face de la réalité. Je veux dire une phrase comme « Il a suffi 10 minutes pour comprendre qui commande à la maison de la madame » ou encore peut-être Roberto Rossetti, président de la commission d'arbitre de l'UEFA, l'a envoyé à Turin parce qu'il savait qu'il aurait arbitré une partie sans histoire et sans risque. Je pense que des lignes comme celle-là, ils sont en manque de respect envers Frappart. La question est si simple, si elle a passé tous ces tests pour diriger la rencontre, pourquoi elle aurait dû faillir plus ou moins d'un homme à sa place? J'ai retrouvé encore un sens de paternalisme, laissez-moi ces mots, mais la place de la femme dans la société et surtout dans le foot est encore loin d'être au moins ici dans la botte, dans le même niveau. On reparlera peut-être de cette question d'ici à quelques semaines.
Et effectivement, Valentina, l'égalité sera quand on ne fera pas de différence, tout simplement. Hein. Quand on ne jugera pas l'arbitre en fonction du madame ou du monsieur qui précède le nom, mais juste en fonction de sa prestation. Ce mercredi, elle aurait pu faire des erreurs, comme aurait pu faire un homme. Elle a réalisé donc un très bon match, comme aurait pu faire aussi un homme à sa place. Espérons surtout que d'autres femmes suivent sa voie. Bon, on passe à autre chose, Cédric, parce que ce jeudi, on a aussi les tirages au sort de la finale 4 des Nation League. L'Italie organisera cet événement et affrontera bien l'Espagne en demi-finale le 6 octobre à Milan. Et d'ailleurs, je te souhaite de participer. L'autre demi opposera la France à la Belgique le 7 octobre à Turin. Et peut-être on ira ensemble. Finale à Milan le 10 octobre. Peut-être en Italie-France à ce point-là. Ce serait pas mal. On pourrait faire un numéro spécial. Ça collerait bien, je trouve, à notre thème. Et puis avant de penser à ce Final Four et surtout avant de finir cet épisode, une petite information qui me remplit de nostalgie, puisque ce jeudi, l'UEFA a donné l'accord à la fédération italienne pour les inscrits au cours des diplômes UEFA B et UEFA A. 13 joueurs à la longue carrière ont été sélectionnés donc, pour passer ce diplôme d'entraîneur. Ignazio Abate, Federico Balzaretti, que vous voyez sur RMC Sport en France ou sur DAZN en Italie. Andrea Costa, Gianluca Colci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Macalone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Gianpaolo Pazzini, Davide Pizarro ou encore Christian Bobo Vieri. Ils pourront donc entraîner en série C ou être adjoints en série A avant de participer au master pour entraîner en série A. Et après les avoir admirés sur le terrain durant ma jeunesse, les voici prêts à s'installer sur un banc et rejoindre les Pirlo, Motta, Nesta ou encore les Fratelli, Inzaghi, Pippo et Simone. On peut dire que déjà, il y a les Toto-entraîneurs à Rome parce que dès qu'on a su ce matin que De Rossi commençait ses diplômes pour devenir entraîneur, tout le monde il s'est réveillé et il rêve déjà de l'avoir sous les bancs de la Roma. Donc, on va avoir une longue histoire racontée peut-être d'ici là. Avec Francesco Totti, un directeur sportif, ce serait parfait. Tout à fait. En tout cas, c'est terminé pour le 11e podcast de la saison. Vous pouvez donner votre avis, des idées de sujets et d'invités sur notre site calcioespresso.com et nous contacter directement pour des questions ou des idées de partenariat par mail à contact.calcioespresso@gmail.com et vous pouvez nous suivre et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram ou notre chat Telegram. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un 12e épisode et d'ici là, vous pouvez nous écouter sur notre site et sur les principales plateformes comme Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast, mais aussi sur Radio Italiana Vera chaque vendredi à 18h30 et le dimanche matin. Bonne soirée Cédric, à la prochaine. À la prochaine Valentina, ciao ciao. Ciao ciao.